Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DJ, le podcast. Je suis Alex Dacosta, animateur radio, entrepreneur, artiste, créateur et organisateur d'événements et DJ avant tout. Pendant 1 heure, je vous propose de découvrir des profils inspirants de femmes et hommes animés par une seule et même chose, la passion. Cette passion qui, malgré toutes les déceptions possibles et imaginables, nous fera aimer quelque chose plus que tout et jusqu'au bout. Notre métier, DJ. Oh non, c'est très bien. Ça te va ? Ouais, c'est parfait. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de DJ, le podcast. Alors, pardon pour ma voix un peu approximative. J'ai pris un petit coup de froid et je crois que l'animation micro a eu raison de ma gorge cette semaine. Donc, je tiens à m'excuser si ma voix vacille et ma voix part un peu n'importe quand et n'importe où sans prévenir. Je suis très content de recevoir la personne que je reçois aujourd'hui. C'est toujours très compliqué de recevoir quelqu'un qu'on connaît bien et quelqu'un qu'on apprécie bien. Et en plus, puisque je connais très bien son parcours, du coup pour moi tout va être très naturel. Donc je vais essayer de faire ça au mieux. Je suis très content d'accueillir Monsieur Chris Wilsman aujourd'hui, celui que j'appelle l'Omni. L'objet mixant non identifié, puisque ton parcours est vraiment une interrogation pour plein de gens. Et je suis très content de te recevoir pour que tu en parles un peu de tout ça, puisque je sais que ça va intéresser beaucoup de gens. Eh ben, écoute, merci de m'accueillir. Je suis aussi très content d'être ici et de partager ça avec toi, parce que comme beaucoup de monde le savent et peut-être d'autres ne le savent pas, tout a commencé avec toi. C'est vrai. Dans les années bissextiles. Ouais, on peut dire ça. Dans Ouais. une autre vie. C'est vrai que ce que tu fais et où est-ce que là où tu es aujourd'hui et là où tu vas aller, je pense que c'est très inspirant, puisque ça prouve que c'est possible. Si c'est possible pour moi, c'est possible pour beaucoup de monde. C'est ce que je veux dire. Je pense que c'est possible pour tout le monde, Ouais, en vrai. Donc c'est faisable pour tout le monde. Donc est-ce que on va commencer un peu comme tout le monde. On peut commencer un peu par le commencement. Bien Donc sûr. comment et quand ça commence? Alors, la musique ou l'univers du DJ, on va dire. Très bonne question. Merci de me poser une question pendant mon podcast. Normalement, c'est à moi de le faire. Non, je pense que à quel moment tu te dis, ouais, en fait, c'est ça que je vais faire. Est-ce qu'il y a un événement en particulier? Est-ce qu'il y a un truc dans ta vie qui a fait dire, waouh, mais c'est ça, en fait, c'est ça que je veux faire? La réponse, je pense que tu l'as déjà. Ouais, bien sûr. Tu t'en doutes, mais en gros, si vraiment l'univers de la nuit, l'univers du DJ, pour moi, ça a commencé donc au Macumba à Bartenheim. Incroyable. Moi, je suis étudiant à l'époque. On vient organiser quelques soirées étudiantes à l'époque, les jeudis au Macumba. C'est comme ça que je rentre, entre guillemets, dans le milieu de la nuit. C'est vraiment la première étape. Ouais. On organise des soirées étudiantes, ça se passe bien. On vient passer les week-ends. On vient dépenser le peu d'argent qu'on a d'étudiants au Macumba les week-ends. En plus, t'es grave loin, parce que toi, t'étais étudiant à Belfort. Ouais, mais j'habite à Lure. À Lure, Ouais, donc depuis Lure, ça faisait un bout, ouais. le Macumba, c'est quand même Bartenheim, donc frontière suisse. 1 heure de route au moins. Ouais, il y avait 1h30, ouais. 1h30? Une bonne heure et demie, ouais. Donc, Incroyable. On rentrera un peu plus dans les détails d'art, mais c'est vrai qu'il faut savoir, à l'époque, quand je commence à venir travailler avec vous, avec toi, avec le Macumba, Ouais. tout ça, je viens en train. Bah oui, tu vois ce que je veux dire? Tu viens me récupérer à la gare de C'est moi qui Mulhouse, te tu vois. véhicule, mais oui, bien sûr. C'est exactement ça, tu vois. Donc, faut vraiment avoir envie de le faire. Il faut vraiment Oui. être passionné par ce truc, tu vois. À l'époque, je suis étudiant. Je paye moi-même mon train. Je suis payé 3 fois rien au Lance-Pierre par le Macumba à l'époque, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Même au début où je venais même gratuitement au tout début, tu vois. Mhm. Et du coup, et je suis même pas, on peut le dire maintenant, parce que de toute façon, je suis même pas majeur à l'époque. Ouais. J'ai 17 ans. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Ça commence en gros par des organisations de soirées étudiantes. Là où je te découvre, je te rencontre. Ouais. Ou quand on fait les soirées étudiantes, voilà, on taffe. Mais quand on vient le week-end, que mes potes, ils viennent, voilà, faire la fête, ça commande à boire, machin et tout, moi, je suis là, je suis derrière toi et je regarde, quoi. Ça m'intéresse, tu vois, Ouais. la technique, tout ça, etc. Ouais.
en faisant une petite parenthèse, moi je suis déjà un peu dans le milieu de la musique par rapport à mon frère, où je suis déjà allé le voir en concert, où il y a un groupe de rock, etc. Donc où je suis vachement avec les techniciens, etc. Et là je découvre un autre univers, toujours dans l'événementiel, mais un autre univers, de la boîte de nuit et la musique clubbing, électronique, etc. à l'époque, quoi. Et aussi urban music à l'époque, parce que tu joues aussi, t'étais pas que latino à l'époque. Ah, pas du tout même. Hein, pas du tout. Et donc du coup moi je suis là et je suis là, je suis en cabine et puis tu vois bien que je suis là, que je te regarde, machin et tout, et puis je deviens en remplaçant Light Jockey à l'époque. Et puis toujours là, pareil, je sais pas, on s'entend bien, on formera un bon duo. Et derrière, tu m'apprends à mixer tout simplement. Parce que au lieu de mettre une compile en début de soirée, tiens, on va faire mixer le petit jeune, tu vois. Donc tu m'apprends à mixer, machin. Moi, je commence à faire mes petits CD à l'époque. T'étais demandeur. T'étais aussi demandeur. Oui, j'étais demandeur. Moi, j'attendais que ça, tu vois. J'avais envie, tu vois. Ça faisait plusieurs soirées, même des mois où je te regardais et j'apprenais comme ça, quoi. Et aussi en parallèle en regardant des vidéos sur YouTube et tout à l'époque. Et puis tu t'arrives à m'apprendre, j'arrive à me débrouiller pas trop mal assez rapidement. Puis je deviens à faire les premières parties de soirée de Alex Dacosta au Macumba de Barthenay. Et après de plus en plus longue, parce que j'en avais un peu marre. Donc il traînait, il buvait le café. Mais c'est vrai en plus, hein, c'est vrai, hein, c'est comme ça que ça arrive toujours. Hein. Et puis jusqu'au jour où tu te prends un peu la tête avec la direction et tu te barres. Mais sans même rien dire, je m'en vais. Bref, on rentre pas dans les détails, on s'en fout, je sais même plus pourquoi à l'époque. Et je me retrouve là, donc avec le directeur à l'époque, je sais pas si on peut dire son prénom. Ah, tu peux. Axel, donc qui accompagnait beaucoup au micro. Et tu te barres, genre le club est déjà ouvert, quoi. Il est 23h30, un truc comme ça. Puis il me dit là pas le choix. Allez, tu te mets aux platines et puis moi je vais t'accompagner au micro. Puis j'ai fait ma première soirée comme ça et ensuite donc un autre résident est venu prendre la place parce que je te parle de ça, j'ai dû remplacer je crois 2 week-ends comme ça. Après il y a un mec qui va prendre la place et moi je passe du coup résident de la petite salle. Très bien. Et voilà, le début en gros pour synthétiser, c'est comme ça que je rentre dans le milieu de la nuit. Et après donc là t'es encore étudiant. Oui. Et tu finis donc cursus étudiant. Et après, tu deviens résident? Alors, donc, je t'ai dit, je suis toujours étudiant, je deviens résident de la petite salle. Le club ferme, change de nom, ça rouvre sous un autre nom, très peu de temps. Résident de la grande salle, j'ai, je sais pas, 19 ans, 20 ans, comme ça, tu vois. Le projet capote complètement, enfin bref. Ah oui. Moi, je décide de toujours me rester concentré dans les études. Le deal avec mes parents, c'était que, je termine mon cursus scolaire, donc qui était bac pro commerce. Si t'as ton bac, tu fais entre guillemets ce que tu veux. Enfin, t'as le droit pendant 1 an d'essayer de tenter quelque chose. J'ai mon bac. Je décide de faire une école d'ingé son, donc je pars à Paris. Je fais la SAE Institute. J'ai 20 ans à cette époque-là. Donc j'arrive, faut savoir, dans un univers où je n'ai jamais mis les pieds. La prod musicale, tout ça, j'y connais à strictement rien. J'arrive là-bas, super école, qui coûte un peu cher. Donc, donc t'as réussi à faire la SAE? Ouais. Il y a pas un concours d'entrée, un truc comme ça pour ça? C'est. Il y a une présélection. Mais comme on dit dans le jargon, j'y suis allé au talent. Tu vois, en fait, j'étais mort de faim. Moi, j'arrive à Paris, le petit mec de Haute-Saône, connais personne. Tu te retrouves avec des mecs qui sont majeurs de promo de l'année d'avant. Puis je dis vas-y, moi, j'ai la dalle, tu vois. Au pire des cas, je rentre chez ma mère. Si je suis pas pris, ciao, quoi, tu vois. Et j'arrive à être pris. Je sais pas comment. Peut-être par ma détermination. Je sors d'une école, d'un bac pro commerce, un peu la tchatch, tu vois, un peu l'envie de voir les mecs qui se sont dit bon, lui il a faim, allez vas-y, on va essayer. Et je suis pris par cette école, donc je reste 1 an et demi là-bas et je sors major de ma pro. Au bout d'1 an et demi, donc qu'est-ce que c'est la SAE Institute? Donc c'est une école d'ingé son et je me spécialise dans l'EMP. Donc EMP c'est Electronic Music Producer. Qui je sais pas si ça existe encore, mais à l'époque c'était ça. Et où tu fais, tu apprends à enregistrer des bandes, donc des groupes. Donc tu masterises quoi, en gros. Tu vas faire en premier bass bat. Après tu vas prendre le chanteur, tout ça. Tu te retrouves avec plein de bandes et puis tu dois faire un morceau avec ça quoi. En gros c'est ça pour synthétiser pour les gens qui connaissent pas. Et puis le projet final, c'est de sortir ton propre titre et de venir le défendre. Donc en passant par la pochette
du CD, expliquer l'univers, etc. Et tu passes devant un jury. D'accord. Et avant ce projet-là, bah, tu fais plein de workshops, ce qu'on appelle des workshops. Donc, je sais pas, moi, il y a eu le producteur de Madonna qui est venu, de Moby. Enfin, à l'époque, tu vois, c'était des mecs super importants. Puis voilà, tu fais des heures et des heures de workshop avec eux, t'apprends comme ça. Et puis, moi, j'avais pas l'impression d'aller à l'école parce que j'étais passionné. Ça me passionnait de ouf, tu vois. Moi, j'adorais aller là. Ouais. Et voilà, et je sors de là-bas. Donc en parallèle, je me trouve fallait payer le loyer. J'allais dire parce que en parallèle, la vie parisienne, c'est pas la Haute-Saône, quoi. C'est pas la Haute-Saône, c'est pas la Haute-Saône. Et puis j'ai pas les parents qui sont là derrière Calonge, tu vois. Donc il faut travailler, donc il faut aller. C'est ça, faut travailler. Donc déjà, je me mets un prêt étudiant sur la gueule pour pouvoir payer l'école et pour pouvoir payer les premiers mois de logement en attendant que je trouve un taf en parallèle. Bon, le taf en parallèle, voilà, je deviens DJ dans des bars et tout, un peu à Paris, payé pas grand-chose. Ok. Et dans cette école-là, j'ai un de mes meilleurs amis qui l'est toujours actuellement, qui s'appelle Benjamin, et qui lui est résident à l'époque du Queenie, qui est le bar du Queen. Ok. Il me fait rentrer là-bas, donc voilà, je vais mixer au Queenie, machin. Puis au fil des temps, au Queen. Donc je me retrouve au Queen à 21 ans. Et t'es payé au Queenie? Au Queenie, je suis payé. Okay. Je suis payé pas grand-chose, pour te le dire, c'est 100 balles la soirée à l'époque, tu vois. Okay. Donc qui est le bar du Queen. Donc c'est-à-dire que les gens viennent boire un verre là-bas avant d'aller au Queen après, quoi. Ok. Et ensuite, donc, on sort beaucoup avec mon pote Ben, je me rappelle, tous les soirs. Mais tous les soirs. Mais on sort pas, attention, on sort pas pour aller se mettre des timbales, faire la fête. On sort pour aller rencontrer les promoteurs, pour aller se montrer, pour dire eh oh, bah nous on est là, si vous avez besoin de nous, tiens, voilà ma carte. À l'époque, on donnait les cartes. À cette époque-là, toutes les soirées qui sont faites dans les clubs sont organisées par des promoteurs, par des organes de soirée. C'est encore comme ça aujourd'hui? Ouais, c'est encore pas mal comme ça. Ouais. Donc c'est eux qu'il faut aller un peu séduire, voilà, pour que tu puisses mixer dans des soirées parisiennes. C'est ça, ouais, c'est leur dire bah voilà, écoute, moi je suis basé sur Paris, j'ai déjà mixé là, et puis bon à l'époque on avait une bonne vitrine puisqu'on mixait au Queenie, c'est quand même le bar du Queen à l'époque, tu vois. Donc on arrive à mixer pour des orgas étudiants, pour des écoles, machin, etc. Et puis on arrive à mixer tous les jeudis pour les soirées de jet lag. À l'époque, c'était genre tout ce qui était basé avec les hôtesses de l'air, les machins. Ok. Une soirée qui était en partenariat avec des trucs comme ça. Et on mixe souvent les jeudis au Queen, puis sur des soirées gays, ça m'arrive de mixer les dimanches. Ok, très bien. Les soirées dimanche, les soirées gays. Et j'allais aussi voir le lundi les soirées disco. Enfin, je m'intéressais vraiment à tout, tu vois. Et puis j'essayais d'aller me montrer le maximum, tu vois. À l'époque, le Queen, il faisait énormément de DJ, de gros artistes. Puis bah moi, dès qu'il y avait un artiste, bam, j'y allais, tu vois. On savait qu'on pouvait rentrer. Le physio, il nous connaissait. C'était très dur de rentrer en club à l'époque à Paris. Est-ce que comme aujourd'hui, les réseaux ils sont très là, ils sont là ou à l'époque, oui, bien sûr. Bah c'est Facebook. Facebook, à l'époque, c'est Facebook. Donc est-ce que tu vas démarcher les gars, les promoteurs sur Facebook ou tu vas les voir en direct? C'était très dur parce qu'il y avait tellement de monde, enfin présent, tellement de DJ comme encore aujourd'hui présents sur le marché parisien que les mecs ils te répondaient une fois sur 6, tu vois. Excusez-nous, c'est les aléas du direct. Je vais couper le son de mon ordinateur parce que c'est mon ordinateur en fait. Attends, j'arrive. Vas-y, je le fais. Ouais. On coupe rien de toute façon. Ouais, excusez-moi, excusez-nous. Business. Donc c'est très important, c'est très intéressant cette phase-là. Ouais, donc du coup, je te disais, c'était très compliqué de l'arriver à les joindre par Facebook. Ils te répondaient une fois sur 6, donc le mieux c'était d'aller les voir à leur soirée directement. C'est pour ça que on sortait beaucoup. Le lendemain, on allait en cours, on était éclatés, mais encore une fois, on y allait pour choper des plans, pour rencontrer les mecs. Et ça, je pense que ça marche aussi comme ça beaucoup encore aujourd'hui. Quand tu rencontres les mecs en personne, c'est beaucoup plus simple, tu vois, que de leur envoyer un message sur Facebook. Les mecs, ils disent, ah ouais, ils viennent nous voir à notre soirée, ils ont vraiment la dalle, quoi. Ouais, bien sûr. Ils veulent mixer, quoi. Ils ont envie de taffer, quoi. Et voilà, quoi. C'est comme ça que je bosse, je rentre un peu dans la nightlife parisienne, on va dire. Ouais. Et j'y reste, je sais pas, moi, 2 ans comme ça, le temps de mon école en fait. Tu vois. Aussitôt que je finis mon école, je me dis vas-y, j'ai plus rien à faire à Paris, les loyers c'est hyper cher. Je décide de rentrer. Et donc la petite parenthèse, c'est que au moment où je vais faire mon école à Paris, il y a cet événement où je fais la première partie de Guetta. Oui, c'est vrai. À la Foire aux Vins de Colmar, parce que il y a eu le début, mais vraiment ce qui m'a mis le pied à l'étrier, comme on dit. C'est cette première partie de Guetta à la Foire aux Vins, j'ai 20 ans. Bon, il y a beaucoup qui la connaissent, l'histoire, mais je vais essayer de la faire bref. En gros, moi, je reviens d'Ibiza, je suis parti en vacances là-bas avec mes potes, tu vois, je suis allé payer mon entrée 80 balles à Pacha Ibiza pour aller voir Monsieur Guetta, sans conso. Bien sûr. Et je rentre, donc ça, c'est le jeudi, parce qu'à l'époque, c'était les soirées de Guetta, c'était à Pacha Ibiza, c'était le jeudi, les Fake Me and Famous.
Moi, je rentre le lundi. Le mardi, je fais mes 20 ans en famille, donc en Haute-Saône. Je suis au restaurant le soir, d'accord. Et je reçois un coup de fil où on me dit très brièvement ouais, tu vas faire la première partie de Guetta ce soir parce que Afrojack a 3 heures de retard sur son vol et il faut quelqu'un. Et en gros, ce qui s'était passé, c'est que la personne avait entendu parler avec le bourgeois et Jean-Guy, le manager à Guetta, de ce problème-là, quoi. Et ah putain, on est emmerdé, Afrojack peut pas ouvrir, du coup, il faut que tu me trouves quelqu'un. Et on parle de 2 heures de laps de temps avant l'ouverture des portes, quoi. C'est très rapide. Puis donc cette personne-là dit bah voilà, moi je connais quelqu'un, en plus il revient d'Ibiza. Sauf que voilà, moi j'étais en vacances à Ibiza. Et Jean-Guy entend ça, le manager à Guetta entend ça, il dit ah bah c'est bon, s'il mixe à Ibiza, s'il revient d'Ibiza, c'est voilà, bon. c'est le problème, il est bouclé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est fou. Extraordinaire. C'est une opportunité de ouf. Donc du coup, moi je quitte ma famille, je les laisse en plan au resto. Je prends ma C3 à l'époque. Hop, je repasse chez moi, je prends ma pochette de CD et je fonce au théâtre à la Foire au Vin à Colmar. Je descends, t'as le mec qui m'attend avec le casque, tu sais, de la régie et tout, et je passe même pas en loge ou quoi, je vais directement sur scène parce que c'est pas le temps de réfléchir, quoi. Voilà, pas le temps de préparer quoi que ce soit. Et comment ça se passe dans ta tête, dans la voiture, en allant à Colmar? Ben, en fait, bizarrement, je suis pas tant stressé que ça parce que c'est un moment que j'ai tellement rêvé et travaillé à la maison, tu sais, quand tu mixes chez toi, machin, tu regardes les vidéos YouTube, les machins. Bizarrement, j'avais l'impression d'être prêt, tu vois, alors que c'était pas du tout le cas. Enfin, jamais t'es prêt à affronter 10, 15 000, je sais pas combien de personnes, mais à 20 piges, quoi, tu vois. Surtout que t'as jamais fait de grosses scènes, c'était la première. Et puis bref, voilà, on donne les consignes, enfin, un peu technique, pas jouer de morceaux trop connus, pas de morceaux à Guetta, etc., machin. Et puis moi, je pars du principe, en fait, je vais faire, comme je fais au Macumba, je vais faire un warm-up, mais avec que des sons un peu musique électronique, quoi, au final. Et puis j'y vais en jouant que des morceaux que je kiffe. Tu vois, tu vas comme ça. Et puis ça se passe très bien. Ça marche, super content. Cathy, qui à l'époque encore avec David Guetta, me kiffe. Ah, le petit chouchou, il est tout jeune celui-là, tu sais, genre. Et je me retrouve du coup, je sais pas, 2 semaines après, à aller mixer à Pacha Ibiza pour l'ouverture. Enfin, je joue en tout premier, je joue à 23h minuit, il y a personne dans le club, si tu veux. Mais je me rappelle très bien où elle me dit, elle me dit bah tu fais quoi dans 2 semaines, jeudi prochain? Je dis moi je lui réponds bah je vais à l'école, j'ai les cours qui reprennent, quoi, tu vois. Bah tu vas venir avec nous, on fera un mot et tout à l'école et tout, on fera un mot avec tes parents, et puis je me retrouve à aller du coup mixer à Pacha Ibiza comme ça. Enfin tout est allé très très vite. Tout allait vraiment très très vite. Et donc pendant ce temps-là, t'es à Paris ou t'es rentré? Là je suis à Paris et je viens de commencer mon école d'ingé son à la SE Institut. Donc on est à Paris, t'as fini ton étude, ton école, tu es sorti major de promo. C'est ça. Alors que tu y allais au talent. Donc ouais, c'était assez fou. Mais après voilà, j'ai beaucoup bossé aussi, tu vois. J'étais passionné du truc, donc je suivais à mort les cours. Et donc pendant ce laps de temps-là, à force de sortir, de rencontrer des gars, t'arrives à faire de plus en plus de soirées. Donc là t'es en place, t'as quelques contacts sur Paris, mais tu rentres chez toi, t'es en Haute-Saône, t'as pas de contact. Ouais, j'ai pas de contact, mais ce qui fait que en fait, je vais un peu surfer sur cette vague de je viens de faire la première partie de Guetta, tu vois. Je rencontre un agent à l'époque, Ricardo, qui organise beaucoup de festivals, book des DJ et tout. Il a un peu un bon carnet d'adresses, tu vois. Et il me prend un peu sous son aile, quoi. Et il me dit bah écoute, vas-y, je vais te proposer à des clubs, on va voir. Puis il me vend, j'ai un petit jeune là, ça vient de percer, il vient de faire la première partie de Guetta, il mixe au Queen. À l'époque, pour 3 fois 1, voilà, et il commence à me booker des dates comme ça. Ça commence réellement comme ça, quoi. Donc tu t'es épaulé de Ricardo, qui était. C'est où? Enfin, les dates, c'est où? C'est France entière ou c'est non, c'est que France. Là, on est que sur la France. Il y a 2-3 petites dates en Suisse, parce qu'il a 2-3. J'ai de la famille en Suisse. On arrive à trouver Mais il y a quand même des dates qui se déclenchent en France grâce à ça. Bien sûr. Donc du coup, l'importance de surfer sur ce qu'on fait, évidemment, de communiquer sur ce que tu viens de faire, d'avoir des références, c'est important. Tu vois, moi, à l'époque, les 2 références majeures que j'avais, c'était le fait d'avoir mixé au Queen à Paris. 2-3 grosses soirées étudiantes que je faisais à Belfort-Montbéliard et cette première partie de Guetta, donc ce qui était déjà pas mal en soi, tu vois, parce que tu mixes au Queen à Paris, t'as fait la première partie de Guetta, ça parle au club, ça parle aux gens, ça suffit à l'époque en tout cas. Et je commence à faire pas mal de dates en France, voilà, comme ça, quoi. Donc ça se passe bien. Ça se passe bien. Quelle année à peu près?
on est en 2012, 2013. 2013, ouais. Ça remonte un peu. Ouais. Donc tu commences à faire de plus en plus de dates parce que forcément, C'est ça. Ouais. tu as, je pense, la bonne attitude aussi quand tu vas sur place. Ben voilà, toujours respectueux, la tête sur les épaules, et puis toujours le fait de vouloir faire le taf, tu vois. À chaque fois que j'allais dans un club, j'y allais pas en mode je veux faire à la resta. Je voulais que les gens s'amusent, tu vois. Donc je m'adaptais à musicalement, c'est ce que j'allais dire. Musicalement, je m'adaptais encore aujourd'hui, tu vois. Ça a toujours été mon objectif numéro 1, que les gens s'amusent, tu vois, qu'ils passent une bonne soirée et qu'à la fin, ah ouais, c'était génial, on a passé une bonne soirée. Et donc musicalement, t'es comment là? À l'époque, je suis vraiment, il y a encore cette époque EDM, tu vois, cette époque, ça joue full musique électronique, quoi. Animation micro? Ouais, toujours. Animation micro, voilà. Entre toi et Axel à l'époque. C'est pareil. Enfin, j'ai jamais fait d'école. J'ai failli faire l'UCPA, mais au final, j'ai jamais fait parce que tout s'est tellement enclenché vite. J'avais été faire les tests à l'UCPA à Lyon et tout, tu vois. Mais derrière, je viens faire la première partie de Guetta. On a skippé, tu vois, ce passage-là. Ça s'est tellement enclenché vite pour moi que, derrière, on y va, quoi. Mais... Donc là, tu travailles, tu vis de ta passion ou pas? Ouais, j'en vis, mais difficilement. Je fais encore des petits boulots, un peu d'intérim à côté pour boucler les fins de mois parce que c'est pas évident. Et puis, je prends pas beaucoup en cachet. Et quand est-ce que tu bascules, du coup? Je vais basculer très concrètement. On est en 2016. On va dire que c'est vraiment à partir de 2015-2016 où j'en vis pleinement. Ok. Donc, j'ai toujours fonctionné. C'est toujours important d'avoir une bonne base de contact. Ok. J'en reviens à Paris, du coup. Ouais. À l'époque, je rencontre des mecs. Donc, à Paris, je vais aussi bien voir des soirées électroniques au Queen que des soirées hip-hop où Cut Killer va mixer au Mix Club, Big Ali à l'époque, D-Bass, Dombresky, etc. Tu vois. Et du coup, j'ai un gros carnet d'adresses. Les gens, ils me connaissent, ils ont mis un nom sur ma tête sur mon nom. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils voient qui je suis. Donc, et à force de te voir aussi, à force de venir. J'ai toujours entretenu les relations, tu vois. Et ça, c'est important, malheureusement, parce que c'est un peu le boulot d'un manager, au final. Tu vois. Sauf que je l'ai fait pour moi-même. Et, donc, on est en 2015, je me dis, vas-y, c'est bien, c'est cool. Les petites dates à droite, à gauche, en France, je commence à faire des belles dates et tout, c'est cool, des petits festivals, machin, c'est sympa. Mais j'ai envie d'en vivre pleinement. J'ai pas envie, j'en ai marre d'aller mettre des lardons en barquette à Bazin, tu vois, à côté en mode intérim. J'ai envie de vivre de ça pleinement, tu vois. Et du coup, je me dis, je vais essayer de faire marcher mes contacts au maximum, au final. Donc, je commence à texter un peu tout le monde, à trouver, même avec Ricardo, tu vois, je lui dis, vas-y, je veux vivre de ça pleinement, on trouve une solution. La première en France pour se développer, mon pote qui est donc à Ibiza, qui avait monté son agence de voyage, qui s'appelle Ibiza Experience, qui existe encore aujourd'hui, me dit, ouais, je viens de monter mon agence de voyage, je vois que tu fais des dates en France et tout, est-ce qu'on ferait pas une tournée ensemble où on offre un voyage à Ibiza et toi tu vas mixer? Je dis, ouais, carrément, vas-y, chaud. Tu vois, en fait, on me servait un truc tout prêt sur un plateau. De ce qui me manquait, j'avais pas un nom assez gros pour remplir les clubs en France. Vas-y, on va trouver un concept de soirée où on fait gagner un voyage pour 2 personnes à Ibiza et moi je mixe. Excellent. Et ça existe encore aujourd'hui. Ouais, mais excellent. Et donc du coup, je commence à vraiment vivre de ma passion à ce moment-là. Ensuite, pour l'étranger, donc ça se passe pas très loin après, hein, va être 2015-2016, la première fois où je vais jouer en Asie. Je contacte un pote à moi qui s'appelle DJ Trax, Romain. Que je connaissais bien sur les réseaux, que j'avais rencontré un peu à Paris. C'est un mec ça fait 12 ans qu'il est à Phuket, en Thaïlande. Il est résident et music director d'un club qui s'appelle Le Séduction. Et puis voilà, il était cool, le gars, tu vois. Les fois où je l'avais vu à Paname et tout, il était tranquille. Et du coup, je le texte sur Facebook. Je lui dis, écoute, Romain, mon rêve, c'est de venir mixer en Thaïlande. Je lui dis, y a pas une opportunité ou quoi? Il me dit, envoie-moi ton press kit. J'en discute et tout. Il me retexte le lendemain, il me dit, vas-y, combien tu veux et tout. Je sais plus, à l'époque, j'avais demandé, je crois, 1000 balles, peut-être, tu vois, un truc comme ça. Il me dit, vas-y, c'est bon. Je dis, what? Quoi? C'est aussi facile que ça, en fait, tu vois, genre, après, derrière, j'avais un press kit, j'avais, tu vois, oui, bien sûr, en fait, j'ai toujours profité d'où le fait que j'avais un job à côté, c'était quand je partais en date, j'emmenais un caméraman, j'emmenais un photographe, ça dépend des fois les deux, sur des gros événements, je parle. Et j'essayais toujours de faire des vidéos. Ces vidéos-là me servaient à me vendre derrière, tu vois. Ça me faisait un catalogue, entre guillemets. Qui t'a supprimé, qui t'a abandonné une partie de ton cachet. Exactement. Voilà. C'est très intéressant. Je préférais avoir, si tu veux, de la visibilité, des trucs, parce que au final,
encore aujourd'hui, hein, ça se passe comme ça. Quand tu vas proposer un DJ à un club, il va dire, ok, ben, il fait quoi? C'est qui, ouais. C'est qui? Ben voilà, tiens, il a fait ça, tiens, voilà une vidéo, voilà son press kit, voilà ses références. C'est pour ça que c'est très important aujourd'hui, tu vois, j'en ai encore aujourd'hui, quand j'ai des potes des gens, des jeunes qui me textent. C'est pas arrivé plus tard qu'hier, un mec qui m'a vu au duplex à Paris, il me dit, ouais, moi aussi, j'aimerais bien tourner, qu'est-ce que tu me conseilles? Et tout. Je dis, ben, est-ce que t'as des références? Est-ce que t'as un press kit? Qu'est-ce que t'as fait? Qui es-tu? Concrètement, tu vois. Ouais. Elle me dit, ah ouais, bah, j'ai mixé là. Ben, je dis, regarde, fais-toi un press kit, truc de 2-3 pages. J'ai dit, t'as une vidéo? Elle me dit, non, mais je dis, bah, regarde, ta prochaine soirée que tu fais une vidéo. On en fait, nous, on en vend, si jamais. Voilà, le petit placement, il est bon. Mais voilà, enfin, tout ça pour dire. Black Friday en plus qui arrive. Ouais, mais c'est intéressant. C'est très, très intéressant ce que tu dis. C'est un très, très bon tips. Parce que il y a trop de, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, j'ai croisé pas mal de DJ et en vrai, depuis qu'on a monté l'agence de com, je le vois, il y a des gars qui font vraiment des trucs bien, mais qui ont rien pour le montrer. Et il y a des mecs hyper talentueux, des super DJ, mais qui ne sont pas bons en com et du coup qui ne savent pas se vendre et qui arrivent pas à percer entre guillemets. C'est vrai que toi t'as vite compris l'importance et la force des réseaux sociaux parce que t'as toujours travaillé de super image et c'est ça qui a fait que tu as pu vite te vendre et bien te vendre. C'est ça. Ok. Et donc là, en 2015, 2016, ça se passe bien. Donc première date du coup en Asie. Ok. Donc je te dis, Trax c'est vraiment le gars qui m'a ouvert l'Asie. C'est-à-dire que il va dire bah attends, bah tu viens aux séductions machin. Tu vas pas venir qu'aux séductions parce que tu vas payer ton billet d'avion. Au final, tu vas rien gagner. Il me dit attends, je vais parler de toi à Bangkok. Il parle de moi à Bangkok. Le mec ouais ok why not. Oh, il a mixé en première partie de David Guetta. Il y a déjà 6 ans tu vois à l'époque. Ouais. Ok. Il me dit tiens lui il est chaud, envoie lui un message et tout et puis au final j'ai tout géré avec l'aide de Ricardo bien évidemment et on s'est retrouvé avec pour la première fois en Asie en 2016 premier tour, une date à Phuket aux séductions donc qui est à l'époque le plus gros club de Thaïlande, une date à Bangkok et une date à Hong Kong, tout ça grâce au réseau du même mec tu vois. Incroyable donc je vais faire ces 3 dates là et aussi une date en Chine parce que j'avais été mixé pareil au Pravda à Suzhou et derrière ce mec-là, pareil, via le mec qui était dans ma promotion, Benjamin, Baron, qui me dit, bah tiens, tu vas en Asie, je connais un gars qui est basé en Chine, il est super cool, il est venu mixer à Dubaï, parce que lui, après l'école, il était parti vivre à Dubaï, résident VIP room, machin, etc. Envoie-lui un message de ma part. Alors pareil, au culot, tu vois, tiens, salut Tom, je suis Chris Wilsman, un pote à Benjamin, je viens jouer aux séductions, je viens jouer à Bangkok, je viens jouer à Hong Kong. Direct, le mec il se dit, ah bah il pèse quand même, il va jouer là. Vas-y, envoie-moi ton press kit. Alors que pas du tout. Pas du tout, c'est la première fois que je viens jouer là, tu vois. Et je lui envoie, il me dit, ouais, ok, vas-y, c'est bon, c'est quoi ton tarif? Ok, vas-y, c'est bon. Alors je me retrouve au final pour la première fois à l'émission en 2016 avec 4 dates en Asie, quoi, tu vois. Ouais, c'est bien. Et tout ça, en fait, ça fait un mini-buzz, tu vois, au final. Parce que je pars de rien, j'ai pas grand-chose. Et j'arrive à les mixer là-bas, tu vois. Sur un message, en vrai. Sur un message. Avec Trax au début, ok. Donc, d'où le truc très important de toujours être naturel, saisir les opportunités et garder contact avec les mecs, tu vois. Pas y aller juste faire le set et se barrer, tu vois. Toujours essayer de créer des... Après, les liens, ils se créent généralement, t'as des liens avec des personnes, des fois t'en as pas. Bien sûr. Moi, les liens, ils se créent naturellement. Tu vois. Après, je suis quelqu'un là assez ouvert et tout, machin... toujours de bonne humeur, essayer de bonne ambiance comme on dit, tu vois. Et puis ça vient aussi de ces 2 ans que tu as passé à Paris où au lieu de passer tes soirées à jouer à la PlayStation comme beaucoup, t'es sorti, t'es allé ici, t'as investi de l'argent parce que des fois les entrées c'est pas toujours gratuit. C'est ça. Et ça a payé après parce qu'il y a plein de gars, ils ont envie de faire plein de trucs mais ils sont la quasi-totalité du temps dans leur canapé en train de jouer à la PlayStation. Ouais, donc, ils savent peut-être pas comment s'y prendre. Même moi, je te dis, j'ai souvent des messages de jeunes sur Insta qui m'écrivent, qui me demandent, ouais, c'est quoi tes conseils, machin. C'est, allez vous montrer. Tu vois, genre, ouais, moi j'aimerais bien et tout, mais regarde, j'habite au fin fond de la Loire. Mec, je viens du fin fond de la Haute-Saône. Tu vois ce que je veux dire? Y a pas c'est pas une excuse, ça, tu vois. C'est vrai. Va te montrer, quitte à payer ton entrée, tu veux aller dans ce club-là. Je prends l'exemple d'un jeune, là, qui est pareil, près de Lure et tout. Bah, c'est ce qu'il fait, tu vois. Il va se montrer dans des clubs, à force d'y aller tous les week-ends, d'aller, pas saouler, tu vois. Il y a une façon de faire, faut, façon de parler, être correct, toujours poli, bien évidemment, respectueux, ça, c'est la règle numéro 1. Bien sûr. Mais jamais personne va vous envoyer chier
si vous êtes motivé, respectueux, Bien sûr. et que vous demandez à essayer, machin et tout, il va vous faire mixer en début de soirée, comme t'avais fait avec moi au final, tu vois. Ouais. Et en vrai, il y a tellement de place aujourd'hui. Mais J'ai bien l'impression sûr. qu'il y a tellement de place Bien que je pense pas qu'on vous dise non. Alors si vous faites ça bien, je pense qu'il y a un moment donné où ça peut payer, ça peut réussir. Si vous êtes respectueux, vous manquez pas de respect aux gens, vous vous présentez bien, vous n'êtes pas dans un univers bien spécifique, à Ouais, savoir, bien je sûr. sais pas moi, j'ai n'importe quoi, mais le hardstyle par exemple ou un Mhm. truc. Faut être ouvert d'esprit musicalement. Mhm. Et puis Très bien. faut tenter, faut essayer. Donc là, tu fais ton premier tour en Chine Ouais, en Asie du coup, je En fais la Asie, Thaïlande, pardon. Hong Kong et la Chine. et du coup, après, ça Ça se passe bien. super bien et puis encore aujourd'hui, tu vois, je Oui. retourne mixer. Musicalement, c'était comment là, du coup? Bah, c'était très très EDM. Ok. C'était vraiment pire qu'en France même, tu vois. Ok. Bon, après en France, aux alentours de 2015-2016, la tendance a vraiment commencé à changer musicalement. Ok. C'est là que j'ai aussi commencé à m'ouvrir musicalement. Moi, à partir de 2015-2016, ben les clubs en France, je faisais pas que de la musique électronique. tu Ouais. vois. J'ai suivi en fait le virage. En fait, j'ai suivi les tendances tout simplement. C'est-à-dire que j'aurais pu me dire non, moi je veux faire que de la musique électronique. Ok. En France, je me suis toujours adapté au courant musical. Donc là, ça a pris le virage urbain. Aujourd'hui, quand je joue en France, je joue de l'urbain. À Ok. l'époque aussi, tu vois. Très bien. Et j'ai appris aussi à mixer hip-hop parce que c'est pas du tout le même style de musique. Bien Ça se sûr. mixe vraiment pas pareil, tu vois. Faut être vachement plus dynamique et tout. Et j'ai appris à suivre le courant musical français. Par contre, quand je joue à l'étranger, si ça m'arrive, je suis allé jouer à Miami par exemple là au mois de mars. J'ai joué dans un club, c'était que du hip-hop, tu vois. Donc là, j'ai pas joué de musique électronique par exemple. Ok. Très bien. Donc on est je te dis courant 2016, je fais ma première date, mes premières dates en Asie, ça se passe super bien. Tous les mecs qui m'ont booké me rebook, me disent quand tu veux revenir en fait j'ai fait le taf, tu vois, alors que c'était pas évident parce que après Trax m'avait bien briefé, Tom en Chine pareil m'avait beaucoup aidé, m'avait aidé sur le set, tu vois, c'est les premières fois que tu vas dans un pays que tu ne connais pas, tu connais pas la culture. Moi je suis arrivé avec mes petits edits et tout, là il me dit en Chine faut taper un peu plus quand même si tu veux que ça passe, tu vois. Donc les gars m'ont vraiment aidé quoi, tu vois, là-dessus. Et puis je fais le taf, ça se passe bien et j'y retourne, je crois. Donc là on est en mars, je crois que j'y retourne en septembre. Tu vois, je refais un autre tour en septembre, encore plus de dates. Et de fur et à mesure, ça grandit quoi. Ouais. Et est-ce que ça t'a servi pour la France? Oui, bien sûr, bah évidemment. Ok. Tu chopes un peu le statut DJ international. Ouais, ok. Bah, c'est le cas. C'est Et, le cas, hein. Donc, et du coup, tu vois, j'ai mon meilleur pote qui est à Dubaï, du coup, je vais mixer aussi à Dubaï. Donc, du coup, quand tu peux rajouter sur le CV que t'as mixé à Shanghai, que t'as mixé à Phuket, que t'as mixé à Bangkok, que t'as mixé à Dubaï, les gens, ils se disent, c'est des références sûres quand même. Tu vois, ils se disent, si le mec, il va mixer là, pourquoi il irait pas mixer, j'ai n'importe quoi, à Limoges, ou j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire? Ok. Pourquoi il ferait pas le taf chez nous, tu vois? Ok. Et c'est comme ça qu'après, j'en vis pleinement à partir de 2016, quoi. C'est ça qui Et en France, tu as donc ce concept Ibiza Experience. Yes. Donc tu peux nous dire un peu. Alors il y a ce concept Ibiza Experience et en plus j'ai oublié un élément très important. La première date que je fais en dehors de la France, sans compter la Suisse parce que c'est un pays frontalier, mais c'est pas l'Asie en 2015, c'est en 2013 en Croatie pour le Spring Break. Ok. Donc là pareil, je viens de faire la première partie de Guetta. Un photographe qui allait à Arnaud Quinte, je sais pas si tu te rappelles de lui, très bien. le photographe T-Late à l'époque et tout. Il part pour faire les un enterrement pour les anciens. Il part faire un enterrement de vie de garçon en Croatie, donc, qui est pas du tout connu à l'heure actuelle. Et il me dit on est parti faire un enterrement de vie de garçon là-bas pour le Spring Break en Croatie, donc là on est en 2012. Et il me dit j'ai chopé le contact de leur gars, j'ai pensé à toi. À l'époque Arnaud, dès que je faisais une soirée étudiante ou quoi, je l'emmenais avec moi, il venait faire des photos. Ah ok, très bien, ouais. Et il me dit j'ai chopé son mail et tout, et en plus c'est un Belge, il parle français. Envoie-lui un mail. Chaud, vas-y. Ouais. Moi je lui envoie un mail, tu vois. Là on est en septembre-octobre 2012 pardon. Le Spring Break a lieu au mois de mai. Et donc je lui écris pour l'année d'après, pour mai 2013 du coup. Ouais. Et je dis je t'écris de la part d'Arnaud, alors je sais pas si tu le connais ou quoi, il est venu te faire des photos et tout pour le Spring Break en Croatie. Je Chris Wilsman, jeune DJ en France, machin, j'ai fait la première partie de David Guetta, machin. J'envoie le truc comme ça, je me dis jamais il va me répondre le mec. Ouais. Et il me répond Arnaud m'a très bien parlé de toi et tout. Écoute, si tu veux on peut regarder pour faire un truc pour le Spring Break en Croatie l'année prochaine. Donc ça c'est la première date que je fais à d'accord. Et 2013, 2023, ça fait 10 ans que je travaille avec eux.
Incroyable, ok. Voilà, l'année prochaine, ça parce qu'on n'a pas compté l'année Covid, ça fera 10 ans. On fêtera les 10 ans. Justement, alors, donc maintenant, après, donc tu fais ton bonhomme de chemin. Ouais. Le Covid, alors 2020, comment ça se passe? C'est la merde, hein. Comme pour tout le monde, je crois. Ok. En fait, 2019 était à l'époque ma plus belle année en termes de booking. Enfin, je sais pas, je suis allé mixer partout. Vraiment partout. J'ai fait un nombre incalculable de dates et tout. Et du jour au lendemain, tout s'effondre, tout s'arrête, quoi. Enfin, d'accord. Beaucoup de remises en question, de se dire bah voilà, putain, en fait faudrait peut-être que j'ai un plan B au cas où, tu vois, on sait pas trop combien de temps ça va durer. Alors je suis très content les 3 premiers mois parce que j'ai besoin de souffler. Je suis au bout du rouleau, je suis KO, je dis ah ouais vas-y c'est bon, moi dans ma tête ça va durer un mois, tu vois, je dis vas-y, pendant un mois je kiffe et tout, je déconnecte et puis c'est bien, le téléphone sonne pas parce que tout est à l'arrêt, le monde entier est à l'arrêt. Ouais. Et puis finalement bah voilà, on se rend compte que ça va durer plus longtemps que prévu. Et du coup, il y a c'est pas cette mode, c'est l'effet un peu des lives. Ouais. Tout le monde fait des lives à la maison et tout, machin. Puis moi, j'ai un pote à moi, près de chez moi, qui s'appelle Tonton Daco, qui est super bien équipé. Et puis je vois, c'était ici, en plus, ouais, c'était ici. Là où on est. Lance sur Twitch, alors je vais voir et tout, je m'intéresse. Ouais. Puis tout, c'est vrai que tout le monde a, genre, je sais pas qui était peut-être Ben, ça a été le premier en France, je sais pas. Peut-être que je dis des conneries, mais enfin bref, je vois que tout le monde fait ça, tu vois, les lives Facebook, les machins, les lives Twitch et tout. Puis tu vois, en fait, ça reste une méthode pour rester connecté aux gens, en fait. Rester vivant, rester vivant et puis s'occuper, en fait. Et ça donnait plutôt que de rien faire, jouer à la console toute la journée, enfin, ça te donne des objectifs. Ouais. Ça te permet de continuer à exister. Et donc, du coup, bah voilà, je t'appelle, je dis, ah, tiens, tu me prêterais pas un petit coup, attention. Et toi, bien évidemment, comme toujours, viens, frérot, sans problème et tout, pam, tu me donnes de ton temps et tout, c'est grave cool. Puis on fait, du coup, un premier live, un deuxième live, ça se passe super bien. Puis je termine en beauté avec le live sur la Tour de l'Europe. Ouais. À Mulhouse, on fait un live un peu comme Guetta avait fait au final, un peu partout, je sais plus où, il avait fait à Dubaï, à Miami, enfin bref. Oui, au Louvre aussi. Au Louvre aussi, exactement. Et puis voilà, on termine comme ça, et puis après, l'année reprend, donc on est été 2022, je crois. Été 21 peut-être, hein. Ouais, été 21 avant, ouais. Où, on bosse 6 mois, c'est ça, on bosse je crois, de juillet à novembre jusqu'à ce que ça revienne. Et puis là, voilà, on bricole, hein, je pense un peu comme tout le monde. Et ça referme, et on rouvre du coup en 2022. Février 2022. Ouais, février 2022, c'est ça. Et puis là, comme toi, je pense comme beaucoup de monde qui était déjà en place auparavant, il y a une demande énorme. Ouais. Il y a une demande énorme, et puis là, du coup, ça rassure, parce que tu te dis, ouais, moi j'avais tellement peur que ça reprenne pas, tu vois, ça reparte pas. Je me suis dit, ouais, vas-y, ça va être galère. Ouais. Quand déjà choper des plans B, à voir ce qu'on va faire. Je peux même te dire, pendant le Covid, j'avais refait mon CV. Ok. Tu vois, j'avais refait un CV et tout, machin. Et au final, bon, on met le côté CV, là, je l'ai jamais envoyé à personne, évidemment, c'est cool, mais voilà, ça te fait cogiter quand même. Et tout reprend, des demandes de partout, bam, on commence à travailler ensemble avec ADK Prod et tout. Puis voilà. Très bien. Et là, on est là maintenant. Et c'est quoi là? Parce que maintenant, t'as enchaîné beaucoup de dates. Tu fais des dates en tant que DJ, c'est bien. T'as fait les États-Unis aussi. Ouais, j'ai fait les États-unis. Bah, en fait, à la rentralier. C'est les États-Unis, je le fais en mars 2022. Alors, en fait, dès que les clubs rouvrent, je fais mes 2-3 dates dans les clubs en France. Et j'ai cette opportunité avec... en fait, en novembre, donc juste avant que les clubs referment, de novembre jusqu'à février, là, qu'il y a eu cette période où ça a refermé, on a été pas reconfinés, mais ils ont décidé de refermer les clubs. Je fais Morten au Voie à la Montélimar. Ok. Donc je rencontre Morten en novembre au Voie à la Montélimar, qui est à l'époque pas connu comme aujourd'hui, tu vois. Ok. Il commence. Il traîne avec Guetta, voilà, il a déjà sorti quelques titres avec Guetta, il est bien avec lui. Et je m'occupe, voilà, en gros, si tu veux, le patron des voiles me demande, voilà, et tout, si t'as des DJ, j'aimerais bien faire, je sais pas moi, Kung, j'aimerais bien faire des DJ comme ça et tout. Et là, il y a cette opportunité où Morten, il est en France. Donc j'ai un pote de Toulouse qui s'appelle Amine, qui me dit, ouais, tiens, on peut faire la doublette si tu veux. Du coup, je le cale sur deux clubs. Bon, l'autre club, ça s'est pas fait parce que refermeture des clubs. Mais on fait quand même cette date au mois de novembre. Et je m'occupe, là, je change de casquette. Je pose la casquette de DJ, je mets la casquette de booker, entre guillemets. Ouais. Je vais aller chercher, l'accueillir je m'occupe du booking complet. Ok.
Je vais le chercher à l'aéroport, machin, on mange ensemble, machin. La date se passe super bien. Et il y a une bonne vibe, tu vois, il y a un bon courant, on s'entend bien. Il me file son WhatsApp. Ok. Je dis ok, chambé. Il me dit ouais, si tu viens et tout aux États-Unis ou quoi, texte-moi. Il habite là-bas, tu vois. Je dis ouais, ok, why not, tu vois. Et en fait, ce qui était vraiment marrant, c'est par la suite, j'ai fini par jouer plein de fois avec lui sur les mêmes festivals, mais c'était pas du tout planifié. Ok. Tu vois, donc je sais pas, j'ai joué avec lui. Bah là récemment, c'était à la Foire au Vin de Colmar. C'est pas moi je me suis occupé de rien, tu vois. Il était là, j'étais sur le truc. Le Positif Festival à Orange, pareil avec Timmy Trompette, il était là, alors que c'est pas moi qui l'ai géré, tu vois. On s'est retrouvés et du coup on est devenus super potes. Ok. Spring Break en Croatie, pareil, tu vois. Et ce mec-là, je lui dis ouais, écoute, j'ai une opportunité pour aller faire une date à New York. Tu vois, tu m'avais dit que si je venais aux États-Unis, je te texte, quoi, tu vois. Elle me dit, ah, bah tiens, regarde, ça c'est un pote à moi, il s'appelle Jason, c'est un promoteur. Ok. Écris-lui une part. Et le premier mini USA Tour commence comme ça au final. Excellent. Tu vois, donc pareil, les opportunités, les contacts. Quoi. Parce que le gars fait le gars modeste, mais le gars est pote avec Morten, il est pote avec Vladimir Cauchemar, il est gars, ok. Ouais, Timmy Trompette, c'est cool aussi. On peut en dire, mais ça sert à rien. Mais au final, tout ça pour dire que un carnet d'adresses, ça tombe pas dans les mains. Faut le créer. Bien sûr. Faut aller le chercher. Ouais, bien sûr. Il y a des coups comme ça qui vont tomber où, par exemple, la première partie de Guetta à la Foire de Colmar, ça tombe du ciel. Ouais. Clairement. Très clairement. Bien sûr. Mais ça va peut-être vous arriver une fois dans votre vie, une opportunité comme ça. Et il faut la saisir. Parce que j'aurais très bien pu dire à cette époque-là, au mec qui m'appelle, ouais, bah non, je suis en famille, vas-y. Personne n'aurait fait ça. Oui, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est compliqué, là, je suis en train de fêter mes 20 ans, j'ai toute ma famille, appelle quelqu'un d'autre. J'aurais pu faire ça. Ouais. Mais au final, j'aurais peut-être jamais. Ouais, bien sûr. Mais voilà. Donc là, Chris Wilsman fait le tour du monde, fait le tour de la France, ça se passe bien. Mais quand est-ce qu'on voit Chris Wilsman sur la pochette, sur le cover d'un disque? Ça, c'est la question que beaucoup de monde me pose. La raison, on en a déjà parlé ensemble, mais je vais l'expliquer pour les auditeurs. Donc moi j'ai toujours tourné en tant que DJ. Donc c'est-à-dire j'ai jamais voulu me coller une étiquette. À l'époque, t'avais je sais pas moi des Quentin Mosiman, Adrien Thomas, ils mixaient pour Fun Radio, ils avaient l'étiquette de DJ Fun Radio. En fait, t'avais pas jusqu'à ce que Snake commence vraiment à péter. Tout le monde était rangé dans une case. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'était ça, tu vois. Tu jouais, tu sortais de la musique électro, t'étais un DJ catégorisé électro. Ouais. Et moi, je me suis dit, vas-y, ça fait chier, tu vois, je vais jouer dans des clubs hip-hop à Dubaï, à Monaco, machin. Bah, j'ai pas envie de ne plus aller jouer là-bas, tu vois. Donc, j'ai toujours eu peur, un peu, si tu veux, de sortir un titre sur un style de musical bien prédéfini et que ça me ferme plein de portes. Ça, c'est la réalité. Après, les temps ont beaucoup changé. J'ai mis aussi beaucoup de temps à me trouver, on va dire, musicalement, parce qu'au final, je viens de l'univers un peu rock, pop-rock de mon frère. Je me suis intéressé beaucoup à la musique électronique, un peu à la musique reggaeton latino avec toi. Quand j'étais à Paris, beaucoup les soirées hip-hop, etc. Donc au final, je m'intéresse à tout, j'écoute de tout. Et je me suis fait la réflexion, en sortie de Covid, quoi. Je me suis dit, en fait, qu'est-ce que t'as envie de faire? C'est où tu es le plus épanoui? Dans des clubs hip-hop ou sur une scène comme Ultra Music Festival, devant 10, 15 000 personnes à faire kiffer les gens? Qu'est-ce que tu as envie de faire, entre guillemets, de ta carrière en tant qu'artiste? Et le choix, il était vite fait. Moi, je me plais dans la musique, entre guillemets, électronique. Et c'est ce côté un peu show, performance, showman, tu vois, de jouer avec la foule, avec les gens. C'est ça qui m'intéresse, pas de faire des passe-passe hip-hop, tu vois ce que je veux dire? Même si tu vas faire des prods un peu plus électroniques, tant pis, ça te fermera la porte des clubs hip-hop. Enfin, mais certains, mais c'est pas la majeure partie de tes clients. Voilà, maintenant c'est plus grave. Tu vois, là, je suis allé au mois de septembre, j'ai fait le One Ok, qui est un club très réputé en hip-hop à Shanghai. J'ai joué, je devais faire 1 heure, j'ai joué 2h30, full hip-hop, je me suis éclaté. Mais ça faisait une éternité que je l'avais pas fait. Tu vois. Et c'est pas ma clientèle. Même si ça va te fermer puis même si ça va te fermer la porte de certains clubs, peut-être que même si ça te ferme la porte de 4 clubs, on va dire, ça va peut-être t'en ouvrir 10 autres. C'est ça. Donc, je pense que, donc, est-ce que maintenant parce que faut se sentir prêt. Sortir de est-ce que maintenant tu te sens prêt? Je me sens prêt. Il y a des projets aussi qui ont été,
mis de côté, repris, qui ont été commencés pendant le Covid, qui ont été mis de côté, qui ont été repris, parce que comme beaucoup de gens, enfin je suis pas encore à ce niveau-là où il y a des gens qui produisent pour moi, etc. Moi quand je suis en tournée, que tu fais 54 dates en 2 mois et demi, à quel moment tu trouves pour le temps pour aller en studio, tu vois ce que je veux dire? Puis moi j'ai vraiment besoin de me poser. Je peux pas aller bosser 1 heure en studio, repartir en date, reprendre faut que je me pose au moins 1 semaine, tu vois, vraiment tranquille 3-4 jours à bosser sur un projet. J'arrive pas à faire le truc. Donc 2024, tu penses que ça viendra? Ah ben c'est sûr. C'est l'objectif. Ouais, c'est l'objectif numéro 1 au jour d'aujourd'hui. Et puis même quand je rencontre des mecs, comme je dis, comme Timmy Trompette, comme Morten, qui me disent mais putain, mais t'as une image de fou sur les réseaux, tu vois, sur Insta, machin, tu joues partout dans le monde, mais on tape ton blast sur Spotify, il y a rien qui sort. Je dis il me dit pourquoi? Alors, du coup je leur explique, tu vois. Et il me dit mais putain, mais hésite pas, si t'as besoin d'aide, machin, nous on a des gars, tu vois, enfin ils nous aident, ils produisent, machin. Vas-y, faut faire quelque chose, quoi, tu vois, faut y aller, là. C'est maintenant ou jamais, quoi. Mais je pense que tous ceux qui nous écoutent se disent mais pourquoi il le fait pas, parce que tu vois, Morten, Timmy Trompette, ils disent 6 mois on me disait ça. Après je pense qu'il faut vraiment être prêt, il faut trouver son univers aussi, il faut avoir l'équipe autour. Parce qu'on peut pas tout faire tout seul. Et impossible. L'équipe met énormément de temps. L'équipe autour un entourage, ça met beaucoup de temps à se créer. C'est fou. Ça peut paraître incroyable comme ça, mais moi aussi j'ai mis beaucoup de temps pour ça. Et alors bon, j'ai eu des expériences un peu mal intentionnées, mais aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise et ça met du temps quand même et c'est souvent l'équipe qui te pousse, qui te donne envie de dire, mais qui te dit maintenant, c'est maintenant. CF, le podcast Alex Dacosta. Voilà, c'est ça, l'épisode suivant. Je l'écoutais. L'épisode précédent. Donc non, mais c'est très bien. Donc maintenant, l'avenir, les projets. En tant qu'artiste. Là, c'est vraiment de penser plus à moi et à ma carrière, entre guillemets, d'artiste. Donc, sortir du son, en fait. Avoir une identité musicale, Chris Wilsman. Pour atteindre des scènes un peu plus grosses, c'est ça? C'est ça. En fait, si tu veux, au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est bien de jouer à Ultra depuis, pareil, 2016. Pareil, la petite parenthèse, Ultra, je suis rentré grâce au mec du Spring Break, parce que c'est les mêmes organisateurs. Donc, je suis rentré via le raid aussi, tu vois. Donc au final, si j'aurais jamais envoyé ce petit mail en 2013, j'aurais jamais mixé au Spring Break depuis 10 ans. Il n'y aurait pas eu une tournée club, parce qu'on fait aussi une tournée club avec le Spring Break. On fait gagner des séjours au Spring Break en Croatie. Et il n'y aurait pas eu Ultra, parce que Ultra sort aussi grâce à Spring Break, au Spring Break. Très bien. Mais l'objectif là pour 2024, c'est vraiment de m'épanouir musicalement, de mettre un style musical, de sortir des prods sous Chris Wilsman. D'accord. Tout simplement. L'objectif final, l'endroit, le festival, la scène, c'est quoi? Ce serait quoi le boss final pour toi? Tomorrowland. Ok, très bien. Tomorrowland, ce serait pas mal. Il y a pas vraiment de. Là, je te parle des endroits où je rêverais de jouer, tu vois. J'ai déjà eu plein de fois l'occasion d'y aller en client. Mais je me suis dit non, le jour où je vais aller là-bas, c'est pour aller y jouer. Je me suis dit vas-y, le jour où je vais là-bas, c'est pour jouer en tant que DJ. C'est un peu mon objectif. C'est bien. Après, tu es aussi dans la même. Je sais que t'es aussi comme moi, on est un peu pareil par rapport à ça. Il y a pas vraiment d'étape ou de boss final. Quand t'arrives à ça, t'en voudras toujours plus. Mais c'est pas ça, tu penses déjà au truc d'après. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis rendu compte de ça cette année. C'est que quand tu pars faire des tournées en Asie, tu pars du mois de mars où tu fais ta date à Phuket, de Phuket, tu vas jouer à Miami, machin. Au final, je suis arrivé à un stade où je ne profite plus forcément du moment présent. Parce que au lieu de vivre le truc, tu penses déjà, ok, what next? Enfin, c'est quoi le prochain truc? C'est quoi le truc d'après? Et du coup, t'as du mal à vivre à kiffer le moment présent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, je suis pareil. Tu vois, et tac, tu finis le truc. Ok, tu prends pas le temps de, ah ouais, c'était cool, machin. Ah ouais, c'est quoi le truc demain? On est où, machin? Tac, bien sûr. Et je trouve ça un peu dommage. Et je me suis rendu compte de me dire, cette année, elle était incroyable. C'était la meilleure année. Elle n'est pas finie, mais c'était la meilleure année en termes de date, de qualité, les shows, les festivals. C'était fou. Mais tu te dis à quel moment est-ce que j'ai vraiment profité des moments présents? Est-ce que, tu vois, là, je suis un peu dans l'été passé, le plus gros de l'année a été fait, tu vois. Et j'ai fait cette tournée en Asie direct après l'été. Cet été était vraiment incroyable. Et du coup, tu dis, mais est-ce que j'ai vraiment kiffé ces moments-là? Est-ce que j'en ai vraiment profité? Et au final, peut-être faire un peu moins de dates, se concentrer sur la musique.
pour pouvoir évoluer Pour, et au lieu de faire une première partie, être le headliner, Bien sûr, par exemple. bien sûr, Tu vois ce que je veux dire Très bien. C'est un peu ça l'idée. Ok. Et comment tu vois l'après Chris Wilsman, enfin l'après, est-ce que tu as déjà des idées? Bien sûr. Ok. Je dirais pas. Moi je le sais, je dirais pas que j'ai envie de te le faire dire. Donc. Je dirais pas que j'ai un business plan jusqu'à la fin de ma vie, mais non, bien sûr, j'ai des idées. Après, il y a rien de prédéfini, mais je sais mes qualités. Ça peut être dans le booking management. Okay. Là-dessus, je le fais depuis des années pour moi, à l'aide forcément toujours de personnes, que ce soit Ricardo, ADK Prod, etc., Aria Booking, etc. Mais je me sens vraiment à l'aise là-dedans, tu vois. J'ai pu le faire, par exemple, comme je parlais tout à l'heure avec Morten, dealer un truc avec un orga ou un club, s'occuper de l'artiste, lui faire sa feuille de route, aller le chercher, machin, vérifier la technique, ok, machin, le soundcheck c'est ok, machin, le rider il est ok, je te prends ton casque, je vérifie que tout marche, vas-y c'est bon, tu peux y aller. Donc tu devrais t'occuper de quelqu'un. Ouais, je l'ai déjà fait un peu cet été avec mon pote Ugel par exemple, où je l'ai suivi sur quelques dates et tout, c'était grave cool, tu vois. J'y vais parce que c'est mon pote, il a son équipe qui est avec lui, tu vois, mais donc le gars nous balance tranquille qu'il est pote avec Ugel tranquillement. Flo, je l'ai connu pour la petite parenthèse. Je suis allé là-bas en guest à la Joya Aix-en-Provence à l'époque où il était résident là. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc je l'ai connu encore une fois. C'est des affinités qui se sont créées bien avant qu'il pète. C'est comme aujourd'hui, j'irai pas jusqu'à dire que Snake c'est mon frérot, loin de là. Mais Snake, je le croise 1 à 2 fois dans l'année. Il me reconnaît, il sait qui je suis. Okay. Là cette année quand je l'ai vu à Ultra, putain, on se voit toujours là toi et moi, tu vois. Ce mec-là, je l'ai connu bien avant Turn Down For What, il mixait pour 800 balles à Paris. Tu vois, quand on parlait des soirées à Paris, j'allais tout le temps à ces soirées au Mix Club. Tu vois, quand il y avait à l'époque Hazard qui mixait sous DJ Lesty avec Big Ali, tu vois. C'est des mecs que j'ai connus avant qu'ils pètent. Ugel, c'est pareil, tu vois. Morten, c'est un peu pareil. Je l'ai connu avant qu'il ait vraiment son pic comme il est maintenant. Donc c'est un peu des opportunités, un peu de chance. Mais voilà, il faut les saisir au bon moment, quoi, tu vois, c'est toujours pareil. Donc tu te verrais soit manager d'artiste ou peut-être DA de club et festival peut-être aussi. Ouais, en fait, ça va être soit ça, c'est soit, en gros, je verrai, parce que bon, on sait pas, là, tu vois, ça se trouve, je vais sortir des prods, ça va peut-être pas marcher, on sait pas, tu vois, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Bien sûr. Et jusqu'à quand je vais mixer, parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Tu vois, quand tu passes la trentaine, mes potes, ils me disent, là, tu vois, ils ont tous des vies de famille, et machin. Mais, frérot, tu vas faire ça jusqu'à quel âge? Je sais pas, je regarde Guetta, il a 50 ans, je dis pas si je vais faire ça jusqu'à 50 ans. C'est vrai que c'est un bon exemple, hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et, du coup, je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais faire ça. Ça va être, je pars du principe que du moment où je prends toujours du plaisir à aller le faire, le truc, et j'en ai pas marre, vas-y, let's go, on continue. Très bien. Mais, ça va être, en gros, soit monter mon agence de booking, et faire donc booking, management booking, ou alors prendre, je sais pas moi, la DA d'un club ou d'un festival. Ou les deux. Ouais. Si demain t'es... Mais rester dans l'univers là, c'est pas en mode, ah ouais, non, je vais, je sais pas, m'ouvrir un resto, un machin. Non, moi, je veux rester dans l'événementiel, je veux rester là-dedans. Parce que si tu veux être demain DA de Illusion, tu peux très bien être en parallèle DA. Ouais, bien sûr, ouais, ça, ce serait le rêve, mais après, il y a rien de bien prédéfini en soi, mais oui, bien sûr. Il y a bien sûr des trucs où tu y penses forcément. Forcément, l'âge avançant, tu te poses des questions. C'est obligé, c'est normal. C'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement le Chris Wilsman qui faisait les débuts de soirée avec moi? Qu'est-ce que tu lui dirais si tu le pouvais le recroiser? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je vais lui dire la même chose que ce que je pensais déjà à l'époque, parce que ça pourrait paraître très, je dirais pas hautain, mais très sûr de soi. Mais à l'époque, j'étais mort de faim, tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, c'est pas possible. En fait, dans ma tête, j'avais une idée, c'était, si t'as envie de le faire et que tu te donnes tous les moyens pour le faire, il y a pas de raison que ça ne marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as faim, tu vas te prendre des portes plein. À un moment donné, il y en a une, elle va rester entrouverte et là, tu vas pouvoir y aller. Tu vois ce que je veux dire? Donc, franchement, pour me décourager à l'époque, fallait vraiment y aller. Donc des portes, j'en ai pris plein, mais voilà, j'étais motivé et j'avais la dalle. Donc qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais continue de regarder des vidéos sur YouTube, continue de rêver à mixer devant plein de monde. Accroche-toi et ça va. Accroche-toi. Il y aura des moments où ce sera pas simple, même pas du tout simple du tout. Mais voilà, c'est con à dire, hein, mais le travail finit toujours par payer. Ouais, c'est vrai.
Et t'es très bien placé pour le savoir, parce que pareil, toi, dans tes projets perso, tout ça, bien sûr. On vient de nulle part, entre guillemets, et c'est la vérité, tu vois. C'est vrai. Et donc, si nous, on a réussi, pourquoi pas, toi, qui viens de tel, ah ouais, mais moi, j'habite dans un, c'est pas une excuse. Non, c'est pas une excuse. C'est vrai que c'est pas une excuse. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Écoute, déjà de continuer de vivre ma passion, c'est déjà énorme, tu vois, parce que j'ai pas l'impression d'aller travailler. Bon, après, t'as tout ce qui est vol, tout ça, c'est fatigant, bien évidemment, mais de vivre de sa passion, de donner du bonheur aux gens, tu sais ce que c'est. Ouais, clairement. Ouais, et que, je sais pas, que là, la prochaine, on va dire la dernière étape de ce qui me manque aujourd'hui, donc le côté production musicale, etc. C'est tu vois, genre, c'est comme si t'avais 4 étoiles, ben moi, c'est la dernière étoile qui me manque, c'est un peu ça, tu vois. Pour vraiment terminer comme il faut, que ça fonctionne tout simplement. C'est quoi la plus grande dinguerie qui te soit arrivée? Waouh. Bonne ou mauvaise, hein. Ça peut être drôle ou pas drôle. Le genre de truc auquel aujourd'hui on rigole, mais là comme ça, je t'avoue que je prends le premier truc qui me vient en tête. On a Ultra, c'est la première année que je mixe à Ultra. Et donc à Ultra, t'as les backstage, d'accord? Et à l'époque, c'est plus comme ça maintenant, mais à l'époque, tous les artistes ont accès à backstage. Donc t'as la loge à Carl Cox, à côté t'as la loge à David Guetta. C'était des trucs en préfabriqué comme ça, tu vois. Ouais. Et Deadmau5, tu connais Deadmau5? Je sais pas, il y a Chainsmokers, ils sont en train de jouer. Non, à l'époque, Snake a ramené un ballon de foot. Ok. Il se baladait toujours à l'époque, il demandait dans son rider, il demandait un ballon de foot tout le temps. Ok. Et puis ils commencent à jouer entre eux, alors du coup. Je sais pas, moi, je vois qu'ils jouent au foot, je me joins à eux, tu vois, genre, on s'en bat les couilles, tu vois, ils savent pas qui je suis, mais, vas-y, j'avais une bonne patte gauche encore à l'époque, vas-y, tu sais. Puis, donc, c'est dans un gymnase, tu vois. Donc, on faisait des tennis ballons en sortie de Bakumba. Exactement, et ça, c'est c'est un super souvenir. Et du coup, vas-y, je me joins à eux, tu vois, donc, t'imagines un cercle où tout le monde fait des jongles et se passe le ballon et tout, tu vois. Puis, au bout d'un moment, ça se réduit, il reste un peu que pas les meilleurs, mais ceux qui touchent un peu mieux au ballon, tu vois. Et ça finit par faire un tennis ballon. Ouais. Donc, en gros, t'as un lounge, donc t'as les box, où c'est que t'as les loges, et au milieu, t'as des espèces de salons avec des PlayStation, des écrans et tout. Ok. Et puis donc, je sais même plus comment il s'appelle, un gars de Chainsmokers prend 2 écrans plats, et il fait le filet avec les écrans plats. Ouais, tu me vois venir? Tu me vois venir ou pas? Voilà. Donc ça, les 2 télés, c'est l'écran plat. Et donc du coup, je suis avec Drew, voilà, il s'appelle Drew. Ouais. Je joue avec lui contre, alors je sais plus, il y avait un mec, je crois, il s'appelait Koura, un DJ, un portugais. Et il y a Snake et je sais plus qui. On faisait un 3-3. Tennis ballon. Bref, okay. Ça, et donc Drew, mais je sais pas, il veut faire une reprise de volée, il casse la télé, c'est bon, voilà, okay. Il n'y a plus de télé. Ok, on va se dire, les gars, faites attention, ils s'en battent les couilles, tu sais. Enfin, bah oui, on la repérera la télé, t'inquiète, frérot. Et moi, bah vas-y, déjà ça m'avait calmé un peu. Je dis, ouais, vas-y, faut pas que je casse quelque chose, parce que si moi je casse quelque chose, ça va pas. Ça me fait chier. Ouais, moi, ça me fait chier. Et bref, du coup, je jouais les balles bien haut. Je reçois un ballon, bam, machin, et j'envoie une balle un peu forte, tu sais, quand t'es un peu dedans, machin, voilà, t'es dedans, quoi. Et ça se dirige vers la loge de Deadmau5. Au même moment où il ouvre la porte, il se prend le ballon en pleine gueule. Pompe comme ça, la bière, la Corona qui vole et tout. Puis moi, genre, je savais plus où me mettre et tout. Et tout, ouais. Et puis tout le monde me regardait. En plus, Deadmau5, c'est pas le mec qui est très commode, tu vois. Genre, okay. Il est pas très, très, très cool comme mec, tu vois. Et je me suis dit, ouais, vas-y. En plus, tout le monde me regarde en mode... il pointait pas du doigt, mais genre, ouais, c'est lui, tu vois. Ok. Et bref, en fait, faut imaginer la scène où il l'ouvre. Ouais. Il prend le ballon en pleine gueule. Okay. Tu vois de la mousse de la mousse de sa bière qui vole et la porte se referme. Puis là, on est là, il y a un gros blanc. T'entendais, tu sais, t'as un gros brouhaha. Okay. Parce qu'il y a, je sais pas, il y a 50 personnes en tout, entre les média teams, les machins. Puis là, t'entends plus un bruit. Et là, tout le monde me regarde. Démerde-toi. Oh, putain. Vas-y, démerde-toi, gars. Oh là là, tu sais, je commence à... Et puis là, il sort tout joyeux et tout. Il commence à prendre le ballon, à foutre des gros chutes au plafond et tout. Je dis, ok, c'est cool. Au final, il a jamais su que c'était moi. Et puis, il l'a bien pris. Et je pense que il aurait pu le mal le prendre et ça aurait fait genre bad buzz. J'aurais fini sur... Bon, il y avait pas TikTok encore à l'époque. Tu vois, parce qu'en plus, tout le monde filmait, tu vois. Ouais. Heureusement, personne n'avait filmé cette prise-là. Ok. Et puis au final, il a jamais su que c'était moi. Puis le jeu a repris, machin et tout. Je pense que... Et tout s'est bien pu. Mais voilà, une petite anecdote. Mais je sais pas, c'est la première...
truc qui me venait à l'esprit. C'est déjà très bien. Ouais, c'est une petite anecdote sympa à raconter. Ouais. Et je pense que ça va rappeler tout le monde. Bon, je pense qu'on va se quitter tranquillement. Carrément. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi de m'avoir reçu. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. C'était un réel plaisir. Ça fait 1 heure, quoi. Donc, mortel. Donc, du coup, on va laisser tout le monde vaquer à ses occupations. Et nous pareil. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Chris. Merci à toi, Alex. C'était un réel plaisir de partager. Parce que cette volonté, cette détermination et ce fait de mixer dans le monde entier, en vrai, sans avoir jamais sorti un hit. Oui, bien sûr. C'est vraiment très inspirant. Et c'est bien ce que tu dis toujours. C'est, ouais, j'habite au fin fond de la Creuse, j'habite au fin fond de la Haute-Saône. C'est ça. Ouais, frérot, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Donc, après, oui, si tu restes toute ta vie là, oui, moi, tu vois, à 20 piges, je prends quand même la décision, quand je finis mon bac, de partir à Paris. Ouais. De me mettre un pré-étudiant sur le dos. C'est quand même, tu vois, j'ai pas des parents qui étaient là, qui mettaient l'argent, tu vois. C'était, je me mets un pré-étudiant sur le cul, va falloir le rembourser, le prêt. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas maman qui va le rembourser, le prêt. C'est prendre des responsabilités et être conscient de ce que ça en va engendrer, tu vois. Ouais. Si tu fais ton école et que tu l'as pas, le diplôme, bah, t'auras dépensé 15 000 € dans un pré-étudiant pour rien. Ouais. Donc, t'es, entre guillemets, obligé de l'avoir. C'est pour ça que j'étais hyper assidu. Et bien sûr. Puis après, ouais, motivé, mort de faim et se donner les moyens. Au contact. Toujours. Ouais. Merci à toutes et à tous. Mais on espère que vous avez passé un super moment. En tout cas, nous, c'était grave cool. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode de DJ le podcast. Merci, Chris. Merci à toi. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de DJ le podcast. J'espère que vous avez passé un moment inspirant ou tout simplement divertissant. Pour soutenir complètement le programme, je compte sur vous pour liker cet épisode ou tout simplement vous abonner au podcast. C'était Alex Dacosta et c'était DJ le podcast.